a l'habitude de distinguer autonomie, condition, c'est-à-dire les droits auxquels on peut accéder, et l'autonomie émancipation qui induit l'idée de conquête, de liberté, au sens fort du terme. Comment introduire, selon vous, la figure, le concept de l'autonomie aujourd'hui, en tenant compte évidemment de son héritage historique, et c'est quoi être autonome aujourd'hui pour vous? Alors c'est justement une notion qui m'intéresse parce que elle fait l'objet d'un usage constant aujourd'hui et même un peu inflationniste. On parle de l'autonomie de l'agent économique, de l'autonomie de l'entreprise, de l'autonomie de l'université. Bon, c'est typiquement un terme qui est valorisé dans le discours public ou managérial d'ailleurs, sans être jamais défini et donc qui suppose pour qu'on puisse aussi adopter à son égard un regard un peu lucide et critique, de faire un détour par son histoire philosophique. Là, pour le coup, l'histoire de la philosophie n'est pas simplement une doctrine académique, mais une nécessité, je crois, pour s'entendre sur le sens des termes, et donc aussi pour savoir s'il est désirable de devenir autonome. Bon. Et puisque vous avez commencé par distinguer l'autonomie condition de l'autonomie projet, je dirais que justement, l'intérêt de voir comment, chez Rousseau, la notion qui n'apparaît pas, mais enfin, le mot n'apparaît pas, mais le concept est présent, comment l'autonomie, ce n'est justement pas l'indépendance donnée à un individu au départ de son existence, ou même d'ailleurs l'indépendance comme idéal de vie. C'est même d'ailleurs, en un sens, un antonyme du mot indépendance. Si indépendance veut dire que la liberté de l'individu ou du peuple d'ailleurs se caractérise par une capacité à pouvoir choisir tout et son contraire, à être en quelque sorte toujours délié de toute forme d'obligation, alors l'autonomie s'oppose à cela, parce que l'autonomie c'est l'obéissance, c'est la liberté définie, paradoxalement d'ailleurs, comme obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. C'est-à-dire, somme toute, je ne suis libre, non pas quand je m'affirme comme individu contre la société ou d'ailleurs avec elle, mais lorsque je ne dépends pas d'une loi imposée par un autre. Autonomie s'oppose à hétéronomie. Alors historiquement, c'était évidemment la loi de Dieu, qui était considérée comme une loi hétéronome, la loi venant d'une église ou d'un ordre traditionnel ou institutionnel sur lequel les sujets n'avaient pas prise. Autrement dit, ils n'étaient que sujets. Et lorsque Rousseau forge l'idée selon laquelle la véritable liberté du peuple, c'est la liberté d'obéir à la loi qu'on s'est prescrite, il veut signifier que, il veut signifier beaucoup de choses, mais en particulier que le fait d'être, ou de se croire d'ailleurs, toujours libre d'agir à tout instant comme on l'entend, est en fait un masque pour la plus totale aliénation, puisque les désirs qui nous traversent sont souvent des intériorisations de la loi de l'autre, qu'elle soit religieuse, encore une fois, ou plus banalement, je dirais, publicitaire, et que par conséquent, on ne naît pas libre au sens littéral du terme, même si Rousseau dit que l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers. Donc il faut partir de ce paradoxe entre une naissance pour la liberté et un état de fait dans lequel règne l'aliénation. Et l'autonomie, de ce point de vue-là, c'est un concept d'abord politique. On verra peut-être qu'il a une dimension morale ensuite chez Kant, mais d'abord politique chez Rousseau, c'est-à-dire que c'est la capacité qu'a un collectif humain, qu'on va appeler le peuple, pour reprendre le terme qu'utilise lui-même Rousseau, à déclarer souverainement ce qu'il constitue. Par conséquent, déjà, le concept d'autonomie implique qu'un peuple, ce n'est pas une donnée naturelle, ethnique ou culturelle, c'est d'abord une volonté, Rousseau dirait une volonté générale, c'est-à-dire que c'est par l'adhésion active à une loi commune que se constitue une entité politique.
Alors, indépendamment de tout ce qui peut nous rendre un peu méfiants à l'égard de la pensée de Rousseau, tout de même, cela reste et ça demeure une conception politique fondamentale, à mon sens, parce qu'elle permet de comprendre que la politique, c'est une affaire, on le disait tout à l'heure, de sensibilité et de volonté, hein, les deux, et Rousseau est de ce point de vue-là une figure tout à fait centrale, c'est-à-dire que, en tout cas, ce n'est pas une affaire de culture ou d'appartenance traditionnelle. Donc devenir autonome, c'est s'émanciper des lois qui ne sont pas celles que nous avons nous-mêmes forgées collectivement. D'où l'idée de contrat social qui n'est pas un contrat juridique, justement. Le contrat social, ce n'est pas un contrat d'échange, c'est-à-dire je n'échange pas ma liberté contre la sécurité, par exemple, puisque la liberté est justement inaliénable, hein, donc on ne peut pas la mettre en discussion dans un contrat. Par conséquent, le contrat social, ce n'est pas ce qui échange la liberté, c'est ce qui l'institue. Et ce qui est, à mon avis, toujours très précieux dans la pensée de Rousseau, c'est que justement la liberté, ce n'est pas seulement un point de départ, comme dans les conceptions libérales, et au fond l'État ne serait là que pour respecter une liberté qui serait toujours disponible pour les individus, quelles que soient les inégalités qui règnent dans la société. La liberté, elle est une institution. Par conséquent, nous sommes plus libres en principe dans l'État dit républicain pour Rousseau, que nous ne le sommes dans l'État de nature ou a fortiori dans des sociétés inégalitaires. Donc la liberté, c'est l'enjeu de la politique, mais pas au sens où la politique n'est là ou ne serait là que pour respecter des libertés dont nous disposerions déjà à l'état de nature, en quelque sorte, mais dans le sens beaucoup plus profond, où la politique doit nous libérer. Alors de quoi doit-elle nous libérer ? Eh bien, je dirais, à l'époque de Rousseau, certainement essentiellement des pesanteurs religieuses et familiales. Aujourd'hui, je dirais que la politique, si elle a un sens encore d'émancipation, c'est parce qu'elle peut, ou devrait d'ailleurs, elle ne le fait pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle devrait nous libérer des rapports de force qui sont à l'œuvre dans le marché économique. Alors, autonomie est un mot qui sera promis un vaste avenir. Il y aura même des autonomes, et vous avez rappelé les figures managériales. Mais quand est-ce qu'on peut dire que le terme apparaît véritablement et est vraiment constitué de façon conceptuelle? Apparemment, c'est Kant qui va l'instituer, mais alors justement, Kant, il va se démarquer profondément de Rousseau sur un point, c'est-à-dire qu'il va évacuer la figure du sentiment. Alors, il va surtout d'abord généraliser ce que Rousseau a d'abord considéré comme valant dans l'ordre politique, c'est-à-dire que pour Kant, l'autonomie n'est pas simplement le principe d'organisation de la cité ou de l'État. L'autonomie, c'est ce par quoi un sujet individuel peut se libérer. Alors pour ça, évidemment, il faut disposer d'une loi. Alors, ce que Rousseau ne considère pas, c'est qu'il y a dans l'homme une loi morale, ou dans l'individu, une loi morale qui lui indique en toute occasion ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit s'interdire de faire. Et c'est pour cela que Rousseau pense que cette obligation, elle est d'abord ressentie, par exemple dans la pitié, l'obligation de venir en aide, on retrouvera peut-être la consolation, elle est d'abord ressentie dans un sentiment avant d'être formulée dans une loi morale. Alors, néanmoins, je ne dirais pas que chez Kant, il y a une évacuation totale du sensible, il ne met pas le sensible au fondement de la morale, c'est-à-dire qu'il considère que un sentiment moral, si on fait dépendre plus exactement la morale, l'action morale d'un sentiment, alors on la rend aussi fragile, on la rend dépendante des humeurs en un sens, des occasions aussi que nous avons ou pas d'ailleurs de ressentir de la sollicitude, de la pitié, de la sympathie. Donc il pense que si la morale doit avoir un sens universel, il faut la référer à une loi. Mais c'est une loi d'un genre très particulier que la loi morale, là aussi, parce que c'est une forme, c'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas tant ce que nous devons faire à chaque instant qu'elle indique une manière de se représenter ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et c'est ce que Kant appelle l'impératif catégorique, hein, agir toujours comme si ce que nous allions faire pouvait être universalisé. Bon.
Alors évidemment, ça, je deviens un peu transgressif par rapport à Kant ici, mais dans cette universalisation, dans cette prise en compte du point de vue de l'autre au moment d'agir, il me semble qu'on peut réintroduire quelque chose qui est de l'ordre du sentiment. Autrement dit, l'autonomie n'est pas, telle que je l'envisage en tous les cas, elle n'est pas une loi pour soi. Elle n'est pas une loi que la raison nous dicterait dans le secret des passions, justement, ou le silence des passions, mais elle peut être, en tout cas, un projet qui, même au niveau moral, implique les autres comme, non pas, alors là je redeviens kantien, comme des moyens, mais comme des fins. Et de ce point de vue-là, c'est non seulement un idéal, mais une exigence qui demeure, à mon sens, pertinente pour penser la morale aujourd'hui, parce que la, la, je dirais que la morale kantienne, elle est intéressante parce qu'elle résiste à la dilution de la question morale dans ce que j'appellerais les éthiques du souci de soi ou du bien-vivre qui sont un peu présentes aujourd'hui, pour le coup comme un peu des fausses consolations, c'est-à-dire l'idée que, très à la mode, mais bon, que la morale est une sorte d'esthétique de soi-même, une création de chaque instant, une manière de se construire comme un sujet, alors on appellera justement autonome, hein, que j'appellerais plutôt un sujet délié de toute forme de rapport aux autres, autre que narcissique. Et en ce sens, il est de bon ton aujourd'hui de dire plutôt l'éthique que la morale, plutôt le souci de soi que la loi ou la norme. Bon, je suis de ce point de vue-là, je résiste un petit peu parce que il me semble néanmoins que l'obligation, le fait de ne pas pouvoir ou de ne pas devoir, demeure l'expérience fondamentale du point de vue de l'éthique elle-même, ne pas mentir, ne pas parce que, au fond, c'est ça la thèse de Kant. Soit il y a une morale et c'est celle d'une loi universelle qui vaut pour tous, soit au fond nous en sommes réduits aux éthiques singulières qui ont beaucoup de charme mais peu d'effectivité. Quel est le rapport précis et exact entre autonomie et liberté? L'autonomie, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs sens de la liberté, évidemment. Il y a le libre arbitre, la possibilité apparente du moins, de choisir entre diverses options de vie. Et c'est cette liberté-là, d'ailleurs, qui est au centre, disons, du libéralisme, qu'il soit d'ailleurs politique ou économique. C'est-à-dire une liberté qui est d'abord un attribut de l'individu, et un attribut qui est constant, quelles que soient les conditions sociales dans lesquelles cet individu évolue. Alors cette tradition libérale, elle a beaucoup de vertus, mais je dirais que c'est une conception négative de la liberté. C'est-à-dire, au fond, c'est dans la formule bien connue selon laquelle ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça la conception, je dirais, libérale et un peu restrictive. Tandis que j'aurais plutôt tendance à penser, moi, que ma liberté commence là où commence celle des autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre seul, on n'est pas libre contre ou face à la société, mais que la liberté comme autonomie, cette fois-ci, c'est quand même l'élaboration d'une loi commune qui ne se réduit pas au calcul de bénéfices, qui n'est pas non plus, surtout, une liberté qui est indépendante des institutions. C'est-à-dire que je ne crois pas que les institutions juridiques, politiques, aient simplement vocation à respecter une liberté qui les précéderait, c'est-à-dire au fond à avaliser la liberté de concurrence à l'œuvre déjà dans la société marchande, mais à inventer des espaces, des lieux, des expériences où cette liberté, la liberté politique, celle de décider au fond de ce pourquoi nous bâtissons une société, cette liberté-là est possible, ce qui suppose de rompre avec la colonisation de l'expérience par l'économie, ou la colonisation achevée de l'expérience par les exigences liées au travail ou à la réussite sociale. Donc l'autonomie, c'est le concept positif de liberté, c'est-à-dire celui qui suppose que nous partons toujours d'un état de dépendance et que c'est collectivement que nous pouvons parvenir à la réduire et pour cela à poser une loi qui serait une loi qui vaudrait pour tous. Et de ce point de vue-là, on n'est pas sorti des Lumières, parce que là, la raison et la liberté vont de pair.
On n'est pas sorti des Lumières, il faudrait ne pas trop en sortir, je dirais. Évidemment, les critiques de la modernité sont des critiques qui sont, qu'elles soient de nature, je dirais, culturaliste ou postcoloniale, ou des critiques féministes, des critiques, bon, elles sont toujours bienvenues. Je veux dire, elles provoquent les Lumières sur leur propre terrain. Mais c'est sur la formule sur leur propre terrain que je préférerais insister, c'est-à-dire que, évidemment, il y a des gens, il y a des anti-Lumières, bon, ceux-là, ils appartiennent à ceux qu'on appelait tout à l'heure, ou que certains appellent les réactionnaires, donc ça c'est au nom précisément du refus de l'idée selon laquelle l'humanité aurait comme vocation à être autonome, hein, et ceux-là défendent la thèse selon laquelle une loi n'est véritablement une loi que si elle vient d'un autre, plus grand que nous, qu'on appellera la tradition, qu'on appellera Dieu, qu'on appellera l'Église. Bon. Maintenant, ceux qui remettent en cause, alors ceux-là, bon, ma foi, ils sont du côté du refus de l'autonomie. Maintenant, les critiques des Lumières qui ont été faites au nom de leur caractère parfois trompeur, abstrait ou hypocrite, sont des critiques que je reçois, que je perçois et que je comprends, hein, d'autant plus qu'elles sont historiquement vérifiables. Hein, c'est au nom des Lumières qu'on a colonisé une partie du monde. Bon, cela étant, c'est toujours en fonction des Lumières elles-mêmes, hein, de ce qu'elles n'ont pas, ou de la modernité elle-même, de ce que la modernité a promis mais n'a pas tenu, que l'on peut faire cette critique. En sorte que je verrais plutôt une confirmation de la puissance de cette rupture moderne par l'autonomie dans les critiques qui lui sont adressées, que simplement une remise en cause définitive de l'idéal qu'elle porte. Donc on peut être d'autant plus, je dirais, critique des Lumières, que la critique, c'est la vocation même des Lumières. Mais encore faut-il avoir des critères pour mener cette critique. Et ces critères, pour ma part, alors ça, bon, c'est peut-être une faiblesse, mais pour ma part, les critères pour critiquer les Lumières, je ne peux pas les trouver, ou je ne les ai pas encore trouvés ailleurs que dans les exigences d'universalisation des Lumières. Alors, cette exigence, qu'est-ce qu'elle vous impose pour penser aujourd'hui, à nouveau frais, l'autonomie, c'est-à-dire après les vraies Lumières, si je puis dire? Toujours, la question de l'autonomie, c'est toujours celle de la loi au nom de laquelle nous pouvons agir sans nous sentir dépossédés de notre agir. Et par conséquent, c'est toujours celle aussi des lois qui nous dépossèdent de notre agir. Bon. Et là, si je reste un peu kantien, au fond, déjà Kant avait bien vu que même s'il ne fait pas une critique de l'économie politique, comme on le dira plus tard, Hegel l'a fait déjà un petit peu, mais il voit bien qu'il émerge déjà du monde moderne une tendance, effectivement, à substituer aux lois traditionnelles de la famille ou de la religion ce qu'on appellerait plus tard la loi du marché, c'est-à-dire cette idée d'une autorégulation du comportement humain dès lors qu'il est orienté exclusivement par des intérêts économiques. Alors l'autonomie, justement, même si on l'emploie aujourd'hui au sens d'autorégulation très souvent, mais c'est à tort, l'autonomie, c'est une exigence qui porte sur une universalité plus vaste que celle du marché, parce que, au fond, c'est la thèse suivante. Si nous ne sommes libres qu'en élaborant une loi universelle, nous ne pouvons pas être libres si certaines ne le sont pas. La liberté appelle sa propre généralisation. Autrement dit, il n'y a pas entre égalité et liberté de subordination à faire. C'est une relation d'implication. C'est-à-dire, je ne peux pas être, ça Rousseau l'a bien montré, mais ça reste vrai chez Kant, il n'y a pas de liberté possible qui ne soit pas une liberté égale pour tous. Et comme cette égalité n'est pas donnée au départ, hein, elle n'est pas donnée socialement en particulier, ce n'est pas la même liberté que celle du propriétaire et du non-propriétaire, alors elle doit être instituée. Elle doit être instituée de telle sorte que précisément la condition sociale et en particulier le degré d'inégalité qui aujourd'hui est certainement l'un des plus importants depuis le 19e siècle dans le monde, mais même en France, le degré d'inégalité ne soit pas tel qu'il invalide jusqu'à la notion même de liberté. Parce qu'il y a deux manières, au fond, d'être égalitariste
il y a la manière purement sociale, je dirais, considérant que l'égalité est un principe en soi, et je respecte cette tradition, qui est plutôt la tradition marxiste, je dirais, ou marxienne, pour ma part, c'est quand l'égalité affecte la liberté dans son principe même, et c'est le cas aujourd'hui, hein, quand l'inégalité affecte la liberté dans son principe même, l'inégalité sociale, qu'elle doit être combattue. Et nous en sommes certainement arrivés à un point où on constate d'ailleurs que le sentiment d'inégalité et les réalités effectives à l'œuvre dans nos sociétés produisent des affects antidémocratiques, pour le coup opposés même à la liberté politique, qu'il serait peut-être urgent de rompre avec ce modèle, disons, qui porte le nom de néolibéral, mais qui porte une liberté qui en réalité devient ou est redevenue le privilège de quelques-uns.